Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec nous cette semaine Francis Laloupeau d'Africa numéro 1, Sabine Sissou d'Afrique Magazine et puis Louis Magloire Kemayou du Club de la presse africaine autour de deux sujets, la Côte d'Ivoire et son armée secouée par une nouvelle vague de mutinerie et puis la RDC. Et cette question, Moïse Katumbi est-il l'opposant numéro 1 à abattre politiquement 100 ans. D'abord la Côte d'Ivoire, confrontée donc à une nouvelle saute d'humeur dans les rangs de l'armée. On revient sur ces événements avec Antoine Fontenot de TV5 Monde. À Bouaké, la police reprend le contrôle de la rue. On est content pour l'accord qui a été trouvé. Et trouvé qu'on a trouvé un terrain d'entente. Nous allons rentrer en caserne. Les soldats mutins libèrent la sortie sud de la deuxième ville de Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait ces dernières heures ailleurs, à Bouaké ou à Abidjan, la capitale économique. Les commerces ouvrent leurs portes après 4 jours de blocage et d'incertitude. Depuis vendredi, employés et travailleurs étaient restés chez eux. Ce matin, on n'est pas embrouillé, on est venu au travail tranquillement. On constate que c'est bon. On pense que tout est résolu. Aucun détail ne filtre pour le moment sur les modalités de l'accord entre les militaires et le gouvernement. Accord annoncé à la télévision lundi soir par le ministre de la Défense. Une annonce d'abord accueillie par des tirs des militaires concernés, sans qu'on sache s'il s'agissait de tirs de joie ou de colère. Les mutins réclamaient l'application d'un premier accord financier signé au début de l'année. Les reliquats de primes promis pour le mois de mai n'avaient pas encore été versés. Cette somme qui va décaisser va encore engendrer autre grève. C'est-à-dire que les fonctionnaires, les autres armées encore vont s'élever encore pour faire la même chose. Donc franchement, ça ne va pas. Si le gouvernement semble avoir cédé rapidement, c'est que le mouvement commençait à s'étendre dans le sud-est du pays notamment. Les incidents ont fait 1 mort et au moins une vingtaine de blessés. Voilà, le bilan est passé à 4 morts, le bilan officiel donc de cette mutinerie en Côte d'Ivoire. Le pouvoir du président Alassane Ouattara soumis à de nouvelles pressions militaires. Quelques centaines de mutins sont donc sortis pendant 4 jours de leur caserne et à travers le pays. Et comme lors de la mutinerie de janvier dernier, Francis, ils sont rentrés dans les rangs après, semble-t-il, avoir obtenu ce qu'ils réclamaient, c'est-à-dire le paiement, en tout cas la promesse que les primes qu'ils ont réclamées en janvier, ces primes seront bel et bien payées. En tout cas, les termes de l'accord n'ont pas été vraiment précisés par les autorités ivoiriennes. Toujours est-il que, bon, on peut constater que... En tout cas, un certain nombre de militaires ont dit que cet argent sera payé. D'autant qu'ils n'avaient qu'une revendication, c'était celle-là, c'était une revendication financière. Alors tout cela intervient évidemment dans un contexte économique très difficile en Côte d'Ivoire, les autorités le reconnaissent. D'abord sur le plan juste politique, c'est quand même inquiétant qu'un pouvoir une fois de plus soit contraint de céder à des militaires, à une armée gouvernementale. C'est inquiétant que dans un pays évidemment normal, dans un état de droit, qu'on puisse admettre que 5 mutineries, je veux dire depuis le mois de janvier, que de temps en temps, comme ça, des militaires sortent des casernes, manifestent leur humeur et exercent un chantage financier systématique sur un État. Ces soldats ont obtenu en janvier dernier 5 millions de francs CFA chacun. Ils sont quand même 8500 soldats. Et il y avait donc ce reliquat, évidemment, que l'État traînait un peu à payer. Donc ils sont venus se rappeler un peu au bon souvenir de l'État en bloquant des voies de circulation, en provoquant un vent de panique dans tout le pays. En exerçant des violences. En exerçant des violences, avec le bilan que vous avez rappelé, donc des morts et des blessés. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si l'État va se contenter de payer cette dette, qui est une dette toxique quand même, qui date quand même de l'époque de la rébellion, et laisser impunis les crimes, les actes délictueux qui ont été commis par ces soldats pendant 4 jours dans le pays. Sans compter l'image que la Côte d'Ivoire renvoie d'elle-même, une image abîmée avec ces mutineries à répétition. Comment arriver à mettre en place une armée qui soit républicaine, régulière, respectueuse, évidemment, des règles ordinaire dans un état de droit? C'est la question qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà, alors on a vu Sabine, une population ivoirienne lassée, une population en colère pas seulement contre les mutins, mais également contre les autorités jugées incapables finalement de les protéger. Il y a eu 4 morts. 4 morts, et puis surtout, à chaque fois, les autorités cèdent. Et on ne voit pas d'arrestation, pas de sanctions. Et je trouve que ça renvoie à un problème plus général d'impunité en Côte d'Ivoire. Et c'est assez troublant de voir à intervalles réguliers des militaires qui ont certes contribué à la résolution de la crise post-électorale en 2011 et qui se servent de cette légitimité vraiment historique pour avoir des revendications. Mais ça rappelle aussi à intervalles réguliers à quel point la force reste un moteur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et c'est assez inquiétant pour l'avenir.
Alors d'autant plus que, Louis, les chefs militaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont d'ex-rebelles, d'ex-comzones, qui traînent, semble-t-il, des casseroles, et donc qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont plus forcément entendus par les mutins, par la troupe qui réclame donc son dû. Non, mais ce qui est le plus grave dans cette situation, je pense, c'est que on a beaucoup pointé le manque de dialogue national, de réconciliation qu'il n'y a pas eu après la crise de 2011. Mais il y a un chantier dont on ne parle pas beaucoup, c'est que la Côte d'Ivoire n'a toujours pas encore d'armée républicaine. C'est qu'aujourd'hui, on a d'une part les démobilisés, qui n'ont pas de prétention, mais qui finiront par en avoir en voyant leurs amis qui ont encore des armes obtenir gain de cause. Il y a autre chose, c'est que quand on regarde le montant et quand on regarde aussi les conséquences politiques que cela a eu, parce qu'il y a quand même eu limogeage d'officiers, il y a eu limogeage de ministres pendant ces manifestations et ces réclamations. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans une période où non seulement la Côte d'Ivoire n'inspire plus confiance sur le plan sécuritaire, mais également rentre dans ce qui était à peu près déjà le cas avec la situation sécuritaire qui a conduit au départ de la BAD à un certain moment. Là, aujourd'hui, les grandes institutions, les compagnies aériennes ont mis leur personnel sous veilleuse pendant un certain moment en attendant d'y voir plus clair. Et il est à souhaiter que ça ne dure pas plus longtemps que cela. On est en mai quand même. Et la situation n'est toujours pas réglée. Voilà. Alors, certains dirigeants ivoiriens tentent de minimiser cette mutinerie en parlant de tensions sociales, mais certains commentateurs ont une lecture beaucoup plus politique en soulignant que les mutins sont d'ex-rebelles issus des forces nouvelles. Et on cite évidemment et à nouveau Guillaume Soro, qui était le fondateur de cette rébellion et qui est actuellement le président de l'Assemblée nationale, tout en continuant à guigner sur la succession d'Alassane Ouattara. Oui, je crois qu'évidemment, il n'est pas juste d'assimiler ces mutineries de soldats aux tensions sociales, à la grosse sociale qu'il y a dans le pays. Il s'agit d'un cas d'une situation tout à fait particulière et singulière. D'ailleurs, on demande aux fonctionnaires qui sont en grève de la patience, voire des sacrifices, et il suffit que des soldats, évidemment, pointent des armes sur la population pour obtenir gain de cause. Il s'agit d'une dette toxique qui date de l'époque de la rébellion. Cette dette n'a pas été contractée au nom de l'État ivoirien. C'était un deal qu'on peut considérer, évidemment, l'histoire reste à écrire. C'était un deal entre ceux qui, évidemment, étaient favorables au pouvoir actuel, c'est-à-dire Alassane Ouattara, donc Guillaume Soro, et ces soldats, à qui on a promis, la somme est tout à fait officielle, 12 millions chacun, plus une villa chacun. Voilà, c'est-à-dire qu'au-delà des 12 millions qui seront payés à chaque soldat, on va ensuite trouver 8500 lotissements pour donner donc 8500 villas à ces soldats. Ce qui n'est pas une chose simple. On peut comprendre que les Ivoiriens soient choqués que, de cette manière, aujourd'hui, on les mette à contribution pour payer une dette de guerre. C'en est une. Alors, il y avait l'autre promesse qui était une promesse politique. Il n'avait pas donc été assimilé à l'époque. Il y avait l'autre promesse qui était une promesse politique, une promesse faite à Guillaume Soro, semble-t-il. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de contrat de signé par Alassane Ouattara. Mais en tous les cas, tout le monde le donnait comme le successeur naturel, entre guillemets, d'Alassane Ouattara. Et compte tenu de la configuration aujourd'hui du pouvoir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas, Sabine. Mais on retourne dans les travers de la politique ivoirienne, c'est-à-dire que tout tourne autour de la question de la succession qui n'est jamais réglée, qui ouvre des possibles crises pour l'avenir. Depuis la disparition de Houphouët-Boigny, c'est quand même un mal récurrent en Côte d'Ivoire qui n'est pas prêt d'être soigné. Alors, d'autant plus que la réconciliation nationale est toujours en panne. Elle n'a pas commencé. Elle n'a même pas commencé. Il y a eu une commission qui a été mise sur pied, qui a fait son travail, qui a rendu sa copie. Mais cette copie, on ne sait pas ce qu'elle est devenue jusqu'à aujourd'hui. Et puis à côté de cela, sans prendre la défense de qui que ce soit, je pense qu'il serait difficile aujourd'hui de voir Guillaume Soro, après l'épisode du Burkina Faso, s'aventurer dans un coup d'État ou une tentative de coup d'État. Il a été suffisamment amoché comme ça avec Donc il ne faut pas voir la main de Guillaume Soro dans personnellement, j'aurais beaucoup de mal à la lui imputer. En fait, son nom revient souvent. On parle évidemment de cette cache d'armes qui a été trouvée à Bouaké pendant la dernière mutinerie. Une cache d'armes qui a été trouvée dans le domicile du chef de protocole de
Guillaume Soro. Du coup, le nom de Guillaume Soro, évidemment, remonte à la surface, mais il semble qu'il soit de très mauvaises politiques de la part de Guillaume Soro de se mêler de ces mutineries. Je pense qu'il a un autre agenda qui est effectivement celui de la succession. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en fait, depuis 6 ans, les résultats économiques de Alassane Ouattara ont masqué, je dirais, les comptes mal soldés de la crise électorale, de la crise qui a secoué le pays. Parlons plutôt de chiffres macroéconomiques. Les chiffres macroéconomiques, bien sûr. Alors, avec le taux de croissance spectaculaire, qui ne profite pas évidemment. Aujourd'hui, c'est la récession, la chute du cacao. Et puis, il y a ces contrats informels qui ont été finalement contractés, qui ont été établis pendant la rébellion entre Alassane Ouattara et ses associés, dont Guillaume Soro. Et ces contrats, aujourd'hui, évidemment, l'ombre de ces contrats plane sur la Côte d'Ivoire. Et ces mutineries viennent rappeler de temps en temps, évidemment, qu'il y a justement ces comptes mal soldés, y compris donc la question de la réconciliation qui n'est pas encore réglée. Et les caisses de l'État qui sont vides, Sabine. Hein. Et donc, finalement, Alassane Ouattara qui aura du mal à satisfaire toutes les demandes. Parce que lorsque les militaires se mutinent pour avoir de l'argent, les fonctionnaires se mettent en grève pour avoir de l'argent. Bref, c'est sans fin. Oui, bien sûr. Enfin, en un mot, c'est le bazar. Voilà, il n'y a que ça à dire. C'est le bazar. C'est le bazar en Côte d'Ivoire. C'est dommage, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Louis tout à l'heure. Sur la responsabilité de Guillaume Soro. Oui, parce que comment oublier le rôle qu'il a joué dans la crise, après la crise, et comment oublier... Deux arguments contre cela. Il a été Premier ministre de Gbagbo avant de devenir ministre de la Défense et Premier ministre de Deux arguments, non pas pour le dédouaner, mais rappelons-nous quand même que son prédécesseur, qui avait été le porte-parole avant, est mort dans des circonstances quand même assez troubles. La deuxième, c'est que la Côte d'Ivoire sort d'une crise dont personne ne veut plus. Aujourd'hui, faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est se mettre la corde au cou pour je ne sais plus combien d'années. Il n'a pas besoin de faire de coup d'État, il a juste besoin de rappeler qu'il maîtrise la force. Il n'a pas besoin de faire de coup d'État, c'est un rapport de force. Vous êtes, Francis. Enfin, c'est un rapport de force crapuleux quand même dans un état de droit, parce que on a quand même là une revendication qui, je dirais, rappelle plus c'est une forme de délinquance au fond, c'est cette mutinerie, hein, et ce chantage exercé. Mais apparemment, ça n'a pas été traité comme tel. En fait, l'enjeu aujourd'hui, le défi de l'État, c'est de trouver les mots qu'il faut et de poser les actes qu'il faut pour convaincre les Ivoiriens que son autorité, enfin, le pouvoir devrait convaincre ses concitoyens que son autorité n'est pas émoussée par ces mutineries, parce que ces mutineries ont quand même pour conséquence, je crois que c'est la première conséquence, c'est de fragiliser l'autorité de l'État, et c'est à l'État aujourd'hui évidemment de montrer sa capacité, je veux dire, à enrayer durablement ces mouvements d'humeur qui sèment quand même la panique dans un pays et qui provoquent des blessés et des morts. Et qui n'incitent pas les investisseurs à venir. Voilà. Et puis se pose finalement la question de la réforme, de vous en parler, de la réforme de l'armée. Alassane Ouattara l'avait promis, cela fait maintenant, il en est à son second mandat, il souhaitait évidemment de donner à nouveau aux Ivoiriens une armée digne de ce nom, une armée républicaine, et ça c'est un chantier qui n'est pas facile, ça veut dire qu'il faudra faire un énorme ménage au sein de cette armée telle qu'elle se présente aujourd'hui. Un casse-tête. Juste un dernier mot, Sabine, les troupes françaises déployées en Côte d'Ivoire, à Port-Bouët, ne sont pas intervenues. C'était la même chose en janvier, donc Emmanuel Macron ne va pas changer d'attitude, c'est-à-dire pas d'ingérence. J'espère pas, il manquerait plus que ça, que la France s'en mêle. Il y a eu quand même le président Sarkozy. Je pense surtout qu'il n'a aucune envie d'être... Je pense qu'il n'a aucune envie de se mettre dans la peau de celui qui va perpétuer la France-Afrique. Et donc, à ce prix-là, il sera davantage intéressé de savoir comment la Côte d'Ivoire participe à la sécurisation de la zone du Sahel, notamment par rapport au Mali. Quelle contribution sera celle de la Côte d'Ivoire? Mais je ne pense pas qu'il ira jusqu'à lancer une intervention, sans parler même de son coût. Voilà, un autre débat, en somme. RFI TV5, Monde Afrique Presse.